Le point FR. Merci beaucoup. Valère, l'ESG est donc enjeu d'attractivité pour les sociétés, les entreprises et donc aussi clé de leur développement, de leur capacité à créer de la valeur pour l'investisseur. Alors justement, l'ISR, l'ESG, à quoi cela sert-il? Est-ce que ça rapporte une réelle différence dans la gestion de votre épargne financière? Et dans l'univers des fonds d'ailleurs qui sont disponibles, est-ce que les fonds qui déclarent un mandat respectant des critères d'investissement durable se comportent mieux que les fonds traditionnels? On va essayer d'apporter des réponses là-dessus avec Jocelyn Joven. Il vient de nous rejoindre, le rédacteur en chef de Morningstar France. Bonjour Jocelyn. Bonjour Guillaume. Et bienvenue sur notre plateau BFM Business. Jocelyn, est-ce qu'on a des preuves tangibles d'une surperformance des fonds ISR, ESG, en particulier par exemple depuis le krach, la crise du coronavirus? Alors, durant le krach, bien évidemment, tous les fonds ont souffert, y compris les fonds ESG. Cependant, au cours du premier trimestre, les fonds ESG ont mieux résisté que les fonds conventionnels. Aux États-Unis, par exemple, 7 fonds ESG sur 10 ont terminé dans les 2 premiers quartiles de leur catégorie et 24 fonds indiciels sur 26 ont fait mieux que leur équivalent non ESG. C'est un univers de 260 fonds et ETF. Alors si on regarde en France, sur le seul univers, par exemple, des actions européennes de grande capitalisation, on a 257 fonds qui déclarent un mandat ESG sur 1070. Et quand on regarde la performance depuis le début de l'année de ces fonds, de cet univers de fonds de 257 fonds, il y a un écart de performance de 3 points de pourcentage. Donc, de performance, c'est assez significatif par rapport aux fonds conventionnels. Et ils font même mieux que le marché européen des actions. À quoi cette surperformance des fonds ISR, ESG, ces fonds vertueux, à quoi est-ce qu'elle est due, cette surperformance financière? Alors, l'ESG, c'est une méthode d'investissement qui s'appuie sur des critères. On peut considérer donc qu'il s'agit de facteurs extra-financiers, mais il est possible que d'autres facteurs aient contribué à la surperformance des titres que détenaient les fonds ESG. Alors, ce qui distingue l'approche ESG d'une certaine manière, c'est qu'elle est centrée sur la réduction des risques. L'approche ESG va, par exemple, conduire aussi à des arbitrages sectoriels. Les fonds ESG sont en général moins exposés à des secteurs tels que l'énergie, qui a particulièrement souffert et du Covid et de la chute des prix en début d'année. Tout ceci peut expliquer pourquoi les fonds responsables ont un peu mieux résisté, tout en sachant qu'ils jouent un rôle sur des horizons de temps particulièrement longs. Si on regarde sur 1, 3, 5, 10 ans, des indices qui sont basés sur des critères ESG, tels que le Morningstar Europe Sustain, surperforment le marché en général. Encore une fois, je pense qu'il faut préciser que les critères ESG, c'est à la fois un moyen de réduire les risques, mais c'est aussi un ensemble de facteurs qui peuvent se combiner à d'autres facteurs et expliquer cette surperformance. C'est ça, parce que d'un côté, les fonds, les entreprises vertueuses se portent mieux, et de l'autre, la crise, cette crise qu'on est en train de vivre, fait monter un certain nombre de sujets environnementaux, sociétaux, de gouvernance, qui eux augmentent parallèlement le risque pour les entreprises qui sont les plus mal positionnées. Donc on a ces deux flancs de la montagne. D'un côté, quand on est bien positionné, l'ESG en ce moment avec la crise actuelle est un facteur de performance, et de l'autre, au contraire, quand on est mal positionné, la crise actuelle aggrave les performances qu'on pouvait déjà d'ailleurs afficher par le passé, ou au contraire, d'ailleurs, sans qu'on les ait affichées par le passé, aggrave de toute façon les performances qu'on affiche et qu'on peut proposer aux investisseurs. Alors, ce qu'on regarde chez Sustainalytics, qui est notre filiale de recherche extra-financière, on parle de controverses, c'est-à-dire d'événements qui représentent un risque extra-financier qui peut avoir un impact matériel sur la vie des entreprises. Alors, les équipes de Sustainalytics couvrent environ 2000 sociétés à travers le monde et elles suivent ces controverses car elles affectent l'évaluation du risque qui est traduit par un score ESG qu'ils attribuent aux entreprises. Donc on quantifie tout ça. On quantifie tout ça, et l'intérêt pour les investisseurs, c'est qu'ils ont un risque, une notation qui leur permet de faire la différence entre les bons et les mauvais élèves au sein d'un secteur. Et ainsi, si on regarde le premier semestre, ils ont fait une étude sur l'ensemble des controverses liées à l'ESG et ils ont noté 1200 incidents sur l'ensemble de leur couverture, qui ont eu lieu dans 68 pays, mais la moitié de ces cas ont émergé aux États-Unis. Alors la raison, d'après les analystes, c'est à la fois que l'économie américaine, c'est la plus grosse, c'est celle où la couverture médiatique est la plus forte ou la plus profonde, et c'est aussi le pays qui a été le plus affecté par le Covid. Alors justement, on va être très concret. Cette crise Covid a encore accentué, vous le disiez, la sensibilité des performances aux thématiques socialement responsables. Quels sont les thèmes ESG, ISR qui ont été les plus sujets à controverse depuis le début de la crise du coronavirus? Jocelyn. Eh bien, le premier thème, c'est le social. On a relevé... Plus que l'environnement. Exactement, voilà. Exactement. On a eu 273 incidents au niveau des différentes entreprises qui concernaient la sécurité des salariés ou des produits durant le coronavirus. La santé et la sécurité au travail représentent 31% des cas relevés, et un peu plus d'un tiers de ces cas relèvent du seul secteur de la consommation discrétionnaire. Ce qui est quand même
Impressionnant. Alors sur BFM Business, on le disait, on est concret. Est-ce que pour illustrer et donner des clés d'action aux investisseurs, aux épargnants qui nous écoutent, Jocelyn, leur donner des clés pour décrypter le positionnement des entreprises, on peut apporter des exemples de sociétés qui, hélas pour elles, concentrent un certain nombre de critiques sur ces critères ESG. Oui. Et alors pour revenir sur la question du social, on a le cas d'Amazon qui est assez flagrant. L'entreprise a affiché des résultats financiers extraordinaires et en très forte croissance au cours du deuxième trimestre. Mais cela s'est fait au prix d'une augmentation des controverses sur le plan social. Sur 391 incidents de santé et de sécurité au travail constatés par Sustainalytics, Amazon en concentre 51, soit près de 1 sur 8. À lui tout seul. À lui tout seul. Amazon affiche un score d'ailleurs un score de risque ESG de 30, qui est considéré comme élevé sur l'échelle de notation de risque de Sustainalytics. Et c'est même la société la moins bien notée sur l'univers, puisque un univers qui comprend 441 entreprises. Le plus étonnant concernant Amazon, c'est que la quasi-totalité de ces risques ESG est considéré comme gérable par nos analystes, mais l'entreprise fait finalement assez peu d'efforts à ce stade pour les résoudre. Oui, on les comprend, le titre cartonne en bourse. C'est-à-dire que là, ce qui se passe est intéressant parce que le groupe est mal positionné sur les thématiques ESG. Amazon, il y a beaucoup de controverses, c'est le terme que vous utilisez. Et parallèlement, le titre quand même progresse en bourse. Là, est-ce qu'on n'a pas là un contre-exemple justement, l'idée qu'en effet, on peut malgré tout performer en bourse, même si on n'est pas bien noté sur l'ESG et l'ISR? De toute façon, la bourse regarde à court terme, donc on essaye d'anticiper la croissance des résultats. Amazon bénéficie très fortement, c'est un des secteurs qui a le plus bénéficié de la crise du Covid, le secteur de la technologie, et donc forcément les investisseurs sont attirés par ce type de performance et par des bons résultats financiers. La question de l'ESG, elle vous rajoute une couche d'évaluation sur le plus long terme. C'est-à-dire, est-ce que ce modèle est pérenne? Est-ce que finalement les problèmes qu'on repère aujourd'hui ne sont pas une source d'ennui pour l'avenir? Bon, alors vous parliez d'Amazon, on peut évoquer la tech, qui a cartonné tout l'été, même si en ce moment le secteur est en train de consolider un petit peu. Comment est-ce que les GAFA sont évalués sous l'angle ISR et ESG? Alors, on a un peu de tout. On a des sociétés qui sont bien évaluées, d'autres qui sont évaluées moyennement et d'autres qui sont mal évaluées. Alors, si on reste du côté des mauvais élèves, outre Amazon, on a Facebook qui affiche un score ESG de 31,4, qui est le plus élevé de notre échantillon. Si on considère là encore qu'une grande partie du risque ESG est gérable, mais n'est pas bien géré. Et les principaux sujets concernant Facebook, c'est bien évidemment la protection des données et de la vie privée, qui sont au cœur des préoccupations après l'incident lié à Cambridge Analytica. On a aussi des questions sur la manière dont l'entreprise gère un certain nombre de contraintes réglementaires, par exemple le RGPD en Europe. Facebook déclare ses politiques en matière de gestion des données, mais on pense qu'ils sont encore loin des meilleures pratiques. Si on regarde du côté des meilleurs élèves ou d'élèves un peu mieux notés, vous avez Apple qui a un risque moyen. Dans le cas de cette entreprise, le principal risque ESG, c'est lié à l'éthique des affaires et notamment à deux choses, la politique fiscale et la politique anticoncurrentielle, notamment la manière dont ils gèrent les développeurs d'applications dans leur App Store et dont ils les rémunèrent. Donc on considère que Apple a une façon de gérer ces controverses qui est un petit peu inférieure à la moyenne. Et est-ce qu'il y a parmi les GAFAM ou parmi la tech, dans l'univers de la tech américaine, au contraire de super élèves, de bons élèves en matière d'investissement socialement responsable et d'ESG, des sociétés qui affichent de bonnes notes? Ça existe quand même? Oui, on peut en trouver, heureusement. Alors, lesquels? Lesquels? Alors on a Netflix par exemple dans l'univers, dans les fameuses GAFA les plus connues. Netflix qui est une entreprise qui évolue dans un marché très concurrentiel avec une multiplication des plateformes de streaming et une part importante de sa valeur qui repose en fait dans sa capacité à attirer et conserver des talents pour produire des contenus à valeur ajoutée pour leurs auditeurs. Alors cette entreprise reçoit une note convenable dans l'ensemble. On note tout de même des points d'amélioration concernant la gouvernance d'entreprise ou sa politique d'optimisation fiscale, mais sur les questions par exemple de vie privée ou de protection des données, la situation semble plutôt sous contrôle à ce stade. Donc Netflix convenable. Convenable. Et Microsoft? Microsoft, très bonne note, même un des meilleurs élèves. Bon. Alors c'est pas le meilleur dans son secteur, c'est Salesforce qui est mieux noté, mais Microsoft a effectivement une très bonne notation, ce qui traduit une bonne performance. On peut noter notamment que ce qu'on apprécie chez Microsoft, c'est par exemple le fait qu'il y ait un comité dédié aux questions ESG au sein du board, ce qui est vraiment très positif. C'est une façon de montrer qu'au-delà de la valorisation des entreprises, la capacité, le regard sur les critères ESG apporte vraiment une couche supplémentaire pour permettre aux investisseurs de savoir si sur le long terme, une prime de valorisation, par exemple, est justifiée ou pas. Jocelyn Joven, Morningstar régulièrement à nos côtés désormais dans ce nouveau rendez-vous sur BFM Business. Partageons nos valeurs aux alentours de 16h15, 16h20. Merci beaucoup Jocelyn. Et donc tout le potentiel de l'ISR, c'est quelques valeurs bien ou mal positionnées pour vous faire une idée et vous permettre de faire les meilleurs choix dans l'investissement, dans une idée d'investissement à long terme. Et c'est ces critères ISR qui prennent de plus en plus d'importance.